Bonjour Jean Chapelot. Bonjour Richard. Merci d'accepter notre invitation sur Francophone Amérique. On se retrouve aujourd'hui à parler d'un livre formidable, quant à moi, qui s'appelle Le récit d'un séjour au Cameroun. On va vous montrer ça à l'écran. Écoute, dans quelles circonstances finalement vous avez décidé d'aller là-bas au Cameroun? Tout d'abord, c'est un projet du Cégep de Saint-Jérôme, du département d'éducation spécialisée. D'accord. Moi, j'enseignais à l'époque. Le projet avait été accepté. D'aller donner un coup de main à des gens. Oui, c'est ça. Là, le prof, il voulait avoir un bénévole. Fait qu'il a dit, on cherche un bénévole. Moi, j'ai levé ma main, ne sachant pas trop où j'allais. Oui. Puis c'est comme ça qu'on a bâti le projet, on a travaillé. Puis on est arrivé là-bas, sous ce prétexte-là, aller travailler dans les écoles, faire de l'intervention au niveau des écoles primaires et secondaires du petit village qui s'appelle Fonacucu. Et vous, Jean, est-ce que vous aviez un poste en particulier? Est-ce que vous étiez responsable du groupe, quelque chose comme ça? Bien, j'étais comme le co-responsable du groupe. On est ce qu'on appelait des superviseurs de stage, parce que les autres, les étudiants faisaient leur stage là-bas. Fait que nous, ils allaient en classe, ils faisaient des interventions, puis on en discutait après quand ils sortaient des classes. Ils donnaient un coup de main aux enseignants, si je comprends. Oui, c'est ça. Dans les classes. Le premier contact, comment ça s'est passé avec les gens arrivant là-bas? Le premier contact. Quand on est parti, on a rencontré des gens du Cameroun qui nous expliquaient c'était quoi le Cameroun. On a vu des vidéos, on a vu plein de choses. Quand on a atterri à Douala, ils ont ouvert la porte d'avion, il faisait 42 degrés. Le premier contact, ça a été une masse d'humidité qui est rentrée dans c'est l'avion. humide en plus, c'était pas sec, là. Ah non, c'est pas sec, c'est l'humidité qui nous a sauté dessus. Puis là, en plus, là, on arrive... Évidemment, on avait 14 heures d'avion fait, plus une escale de 5 heures. Puis là, on était un peu comme énervés. C'est la première fois qu'on est arrivé là-bas. Le premier contact, c'était le bruit. Il y avait énormément de bruit, des klaxons, les autos qui passaient partout, des autobus, des autos stationnés sur le bord. Les gens criaient beaucoup. Il y a des gens qui voulaient prendre nos valises. Puis nous, on cherchait le responsable qui nous attendait. Il n'a pas mis son affiche pour non, il n'y avait pas d'affiche comme on voit dans les films. Oui. Monsieur Chapeau, on vous demande nos parloirs. Non, il n'y avait rien de ça. D'accord. Sauf que c'est ça, ça a été un contact très humain, parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Puis d'autres, on cherchait. Vous étiez combien, le groupe? On était 13 autres. 13, d'accord. 2 responsables, puis il y a 11 qui étaient étudiants. Mais c'est tous majeurs, évidemment, c'est tous des étudiants majeurs. D'accord. Mais c'est ce choc-là qu'on a eu de voir comment c'était bruyant. Il y avait, évidemment, il ventait, puis il y avait beaucoup de saleté, des feuilles qui se formaient partout, des objets par terre. C'est pas l'idée qu'on se faisait d'un aéroport, parce qu'on avait arrêté à Zurich, où là, l'aéroport, c'est... Impeccable. Oui, clean. Là, on est arrivé dans un endroit, dans une partie de l'Afrique. Ça, on va le vivre à d'autres endroits où on a été. C'est comme plein de gens, avec beaucoup de mouvements, ça parle beaucoup, ça c'est de l'humanité, là. Ah oui, c'est de l'humanité complète. Oui, c'est mais des gens sympathiques, parce qu'ils voulaient tous nous aider, puis on cherchait notre fameux responsable. Puis là, il y a des gens qui partaient pour essayer de le trouver. Fait que c'est assez particulier. Le français, automatiquement, pas de problème? Oui, bien, c'est une ancienne colonie française. Oui. Donc, ils ont l'accent français, c'est tout. Ils ont un parler local un petit peu? Oui, un parler local. Que nous, on ne comprend pas du tout. Après, c'est vrai, c'est comme un créole, un mélange du français et des langues non, locales. même pas. Non, ils appellent ça le yemba. OK. Après 2 mois, là, il y avait quelques mots qu'on commençait à connaître, qu'on disait aux gens. Ça, c'était le fun, parce que les gens, ils voyaient qu'on s'intégrait à leur culture un peu, mais on ne pouvait pas tenir une conversation, c'était trop... Vraiment que ce soit en français. Ah oui, c'est en français. L'adaptation, alors, qui a suivi, comment ça s'est fait un peu, l'adaptation? Une anecdote, une histoire là-dessus. Bien, l'adaptation, les 2 premières semaines, ça a été plus difficile. On est arrivé, la première semaine, on a été un peu comme des touristes. Vous n'étiez pas dans un hôtel, là? Non, on vivait chez les gens. Là, ça veut dire dans des maisons avec des lits en feuilles de bananier, puis des maisons juste en briques de pierre, de sable, là. Parfois des pas de toit, juste un toit tôle, c'est tout au-dessus. Pas de moustiquaire, pas de fenêtre, des fois un trou pour la fenêtre. La première semaine, on a visité un peu avec le guide du village. Après la 2e semaine, là, on est arrivé dans le nœud de l'action qui était nous voilà pour vivre là pour les 8-9 prochaines semaines. Là, l'adaptation, au début, ça a été difficile. Il y avait plein de choses nouvelles qu'on apprenait à chaque fois. Le transport, les taxis, la nourriture, les rythmes, les gens, les habitudes de vie. Et en plus, on vivait dans les familles.
comment ça se vit dans les familles là-bas. C'est quelque chose. Fait que c'est très différent. Nous, la discipline est plus sévère. Ça me fait un peu penser à ma discipline quand j'étais jeune, quand j'étais très jeune, il y a quelques années. On voit la couleur des cheveux. Oui, d'accord. Mais c'est ça, une discipline plus stricte, plus sévère là, dans les familles. Ça a été, tranquillement, c'était de laisser tomber l'autre culture. Là, je me suis dit, oublions ma culture nord-américaine. Qu'est-ce que je peux faire pour vivre dans cette culture-là? Puis là, tranquillement, je me suis mis à apprécier, au départ, la lenteur. Moi qui est un peu speedé, On est tous en Amérique du énervé. Nord, ouais. Après 3 semaines et moi, il y avait des Africains qui me venaient, qui me disaient « Oh, tu t'en viens bien, là? Tu es rendu que tu marches comme nous, tu cours moins vite. » Fait que là, je me suis dit « Oh, j'ai commencé à travailler mon adaptation. OK. C'était aussi de tenter de connaître les gens, voir comment ils étaient, l'accueil qu'ils nous faisaient. C'est incroyable l'accueil qu'on a eu là-bas. Malgré une certaine pauvreté, quand même. Hein, oui, c'est ça. C'est très pauvre, mais on est reçus comme des vrais rois. Puis ils nous remerciaient de venir. Nous, on disait, merci, on va faire. Sentez-nous de vous dire merci, vous nous recevez chez vous, dans leur maison. Oui. On était en pleine intimité des familles. Donc, ils partageaient leur repas avec vous autres. Ah oui, les repas, tout. Là, on couchait dans la maison. Puis on aidait parfois. Là, on a travaillé un petit peu au champ. Là, il y avait une plantation. On a fait ça. On participait à des fêtes dans le village. D'accord. On était... c'est qu'on embarquait dans leur façon de faire. Ce qui fait qu'ils nous invitaient à des moments que c'est particulier. On assistait à des deuils, on assistait à la fête, une grosse fête au village. Puis on était comme dans la suite du chef. Ce qui fait qu'on était un peu des gens un peu Des notables. Quasiment des notables, parce qu'on était avec les notables du village aussi. L'alimentation, maintenant. Ça intrigue beaucoup de monde. L'alimentation, c'est un peu différent. Oui. C'est sûr qu'ils mangent poisson, poulet, mais tout est apprêté différemment là-bas. On fait beaucoup bouillir. Fait qu'on pouvait retrouver... je vais vous donner un exemple. On était dans une fête, puis il y avait plein de mets qui étaient rôtis, bien grillés. Fait que moi, je dis, bon, je vais prendre ça. Finalement, je me suis retrouvé avec une tête de poisson. Okay. Là, quand elle me regardait avec ses grands yeux, je dis, oh mon Dieu! Mais l'alimentation, c'est ça. Beaucoup de poissons, poulet, parce que tout ce qui est la viande au-dessus, c'est beaucoup plus cher. Puis eux autres, quand ils élèvent ou animaux, ils élèvent des poules. Oui, ils vendent. Les poules, on les mange. Fait que souvent, les poules, bien, on était assis dans la maison, puis la poule, elle se promène. Okay. Fait que des fois, on faisait un peu des faces, on disait, c'est sûr qu'on mange pas super? Ils sont Mais, puis parfois, on mangeait des mets locaux que là, je pourrais absolument Il y avait des fruits et légumes locaux, j'imagine qu'on connaît moins ici. Oui, il y en avait aussi, oui. Ouais. Bon. Alors, l'alimentation, c'est pas nécessairement automatiquement tout le temps des insectes, mais quand même, j'ai entendu parler d'un pain aux fourmis, c'est quoi ça? Oui, ça c'est assez particulier parce qu'on avait du pain, des grandes baguettes le matin. Puis moi je déjeunais avec mon co-associé, puis je sais pas, en fait, je mangeais mon pain avec, on avait une espèce de tartinade qui ressemble à notre Nutella ici. D'accord. Puis quand je l'ai mis sur mon pain, j'ai dit, bon, j'hallucine, il y a quelque chose qui se passe avec mon pain, ça bougeait dans mon pain. C'est des mini fourmis toutes petites rouges, petites. Vivantes. Oui, parce qu'ils bougeaient. Oui, c'est ça que... Okay. Oui, c'est ça que... Ça fait partie du pain, ça? Ils veulent ça? Non, je ne sais pas où c'est... En tout cas, je ne sais pas si c'est arrivé là. C'est assez particulier. Fait que là, j'ai dit à mon collègue est-ce que ça bouge? J'allais savoir sur les fourmis. Mais bon, après ça, j'ai gratté un peu. Oui. Puis... Bon. C'était un petit peu impressionnant sur le coup. Mais oui, c'est ça. Mais on finit... Il y a comme une adaptation qui se fait au mode de vie là-bas et aux conditions de vie. Ce qui fait que... Je vous donne un exemple. Oui. J'étais avec mon étudiante, on est dehors, on fait une supervision de terre, puis on a le papier pour écrire et tout. Là, il passe une moto, assez vite, on envoyait tout le temps, les motos, c'est moins de transport. Puis on entend, sur la moto, il y a une chaise attachée. Là, que moi, il passe, je dis à l'étudiante, oh, on pourrait être contente, la chaise, hein? Mais comme j'avais dit, le tour va vite. Oui. Au début, ça nous impressionnait parce que sur les motos, ils emmènent à peu près n'importe quoi. Mais là, c'est rendu normal. On voyait une moto, la chèvre était assise dessus, l'autobus passait, les cochons sur le toit, les chèvres. C'était... on dirait que, en tout cas, pour ma part, c'était la normalité. Je me disais, bon, c'est la normalité. Je me disais, là, je pense que j'ai un bout d'adaptation à faire.
Puis dans les coutumes du village, c'est-à-dire que les gens, ils nous fixent un rendez-vous, vous arrivez à 2 heures, 3 heures, on attend encore, puis il vient pas. Le lendemain, je le croise, j'ai dit, monsieur le directeur, qui est le directeur d'école, j'ai dit, on avait rendez-vous hier. Ah oui. Ah bon. Ah non, mais je me souviens pas. OK, on va prendre un autre rendez-vous. Fait que parfois, l'autre rendez-vous, il arrivait 15-20 minutes de retard, ça fait partie de la vie là-bas. Tout est plus lent, tout est... C'est autre chose. C'est moins corseté, c'est plus... Oui, c'est ça. C'est pas irrespectueux. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Vous me disiez que les gens vous posaient beaucoup de questions, et forcément, vous étiez obligé de peut-être répéter un peu toujours les mêmes choses. Ouais. Alors, vous aviez besoin de prendre l'air. C'est quoi ce besoin-là à qui vous avez arrivé à un moment donné? Oui, aller faire le vide. Parce que dans le village, évidemment, on était les seuls blancs. Et évidemment, quand on allait à la ville, il n'y avait pas beaucoup de blancs. Il y avait l'université où il y avait quelques... professeurs, peut-être? Oui, je pense qu'il y avait des Belges qui étaient là. Mais donc, à toutes les fois, les gens nous arrêtaient pour nous poser des questions, nous demander plein de choses, nous dire bonjour. On venait comme toujours avec des gens autour de nous, constamment, sans compter les enfants qui nous suivaient en courant, qui venaient voir nos poils, parce qu'on a des poils. Les autres, ils ne sont pas visibles, leurs poils. Fait que là, ils étaient impressionnés de ça. Ça venait comme taureau. On venait comme tout le temps envahi. Je me disais, là, il faut que je prenne un temps pour revenir à moi. Fait que là, je partais. Je m'en allais, j'allais marcher seul. Je pouvais marcher 45, 50 minutes, 1 heure. Et surtout le dimanche, je faisais ça. On n'était pas comme en devoir, c'était pas dans le programme. Puis ça me donnait comme une pause à faire autre chose. Okay. Et c'est là que je suis allé écrire mon livre. J'allais écrire souvent, je sortais avec mes feuilles, je m'installais sur le toit de la montagne. Puis là, j'écrivais. D'ailleurs, tout le monde me disait, même les gens du village, « Oh, il écrit, Jean, qu'est-ce que c'est écrit? » Ben, j'écris mes commentaires, mes impressions, mes impressions de voyage. Tranquillement, bien sûr, quand je suis revenu, ça donnait fait. Mais j'ai été pas mettre pire. Ah oui. Il y a des choses que j'ai pas mis dedans qui étaient très intimes et très personnelles, j'ai pas mis. Mais on avait besoin de prendre cette distance-là. Puis là, je comprenais les personnes immigrantes ici qui deviennent souvent la cible, parce que les gens disent « Oh, regarde. » Quand on était ça, les gens disaient « Oh, regarde, le blanc, il passe. » Je me disais, mon Dieu, les gens qui arrivent ici, de l'Afrique, ils doivent avoir cette même sensation-là de se sentir reliqués comme ça, au début en tout cas. Peut-être moins dans les villes, parce qu'on en voit quand même. Oui, dans les villes, oui. Mais j'imagine que si on s'en va dans les petits coins reculés du Québec, si vous êtes noir ou asiatique, les gens... Ah oui, une personne immigrante. Absolument. On vient, dernier sujet sur la nourriture, ça m'intrigue. Le fromage flottant. C'était quoi ça? Bon, nous, on n'avait pas la chance d'avoir des frigos à portée de main tout le temps, dans la bâtisse où on vivait. Puis, on avait découvert à la ville, à Chang, qu'on appelait l'Iranien, parce que c'est vraiment une personne qui était iranienne, mais qui tenait une espèce de marché général. Au Québec, on avait un magasin général. Un magasin général, c'est ça. Fait que là, on avait découvert qu'il y avait du fromage, du gouda, c'était super bon. Donc là, on a décidé, une fois, on est parti, on allait l'acheter. Okay. Là, on est revenu, on a dit aux gens dans le village, aux jeunes, on a du fromage. Fait que les enfants du chef, quand ils ont vu le fromage, ils ont voulu essayer. Là, c'était particulier parce que nous, on n'avait pas de frigo. Fait que là, on s'est acheté une boîte de biscuits, vous savez, en taux. Oui, en métal. Fait qu'on avait un gros bac d'eau qui nous servait à tout faire dans la maison, remplir nos douches. On voit la liste, et tout, là. Donc là, on faisait flotter ça dans notre pot de métal dessus. Puis ça gardait une certaine fraîcheur. Okay. Donc, il faut dire que le fromage, il ne restait pas 3 semaines. De toute façon, il était mangé rapidement. Oui, c'est ça, il était mangé rapidement. Mais ça, c'était nos gâteries, ça, puis nos petits beignets, c'était les gâteries. Vous avez attiré l'attention des jeunes femmes ou des femmes un peu là-bas, d'une manière inattendue? Oui, assez inattendue. Moi, vous nous en parlez, une anecdote peut-être, je ne sais pas. J'en reviens pas parce que quand j'étais là, j'avais 63 ans, j'étais pas la jeunesse. Puis je me suis retrouvé avec 2 femmes, je dis peut-être aux 30 ans, je ne sais pas si c'était 25-30 ans. Puis là, j'ai eu des demandes en bonne et due forme au mariage. En mariage, carrément? Carrément, oui. Là, moi, j'ai dit, écoutez, je suis marié, j'ai des enfants, puis je suis grand-père.
Ah, ça fait rien, ça fait rien. On va être fine avec vous. Mais c'était incroyable. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Moi, là, voyons donc, avec l'allure que j'ai à 63 ans, j'aurais pu être la grand-mère des petites filles. Ça. Mais c'était aussi tout l'intérêt de dire, on est ça, nous autres, sans la des Cameroun d'aller au Québec. Puis pour eux, se payer un billet d'avion. Quand on sait les prix que ça coûte, le billet d'avion, pour eux autres, c'était incroyable. Ah oui, c'est des années et des années. Ceux et celles qui n'avaient pas de travail régulier, c'est impensable. On pense au chef, lui, qui est venu cet été au village. Lui, il avait une compagnie, il travaillait, il pouvait se payer ce billet d'avion-là. Mais il y avait des gens, non? Moi, je pense qu'ils ne pouvaient pas sortir. Ben, un peu comme on a ici au Québec, des gens qui ne pourraient pas se payer un billet d'avion pour aller à Paris. C'est vrai. J'imagine. Tout à fait. Non, il y a des gens qui sont incapables. Oui, c'est ça. On a une niveau de pauvreté. Ben oui, c'est ça. En gros, les petites choses formidables, les petits bonheurs, les petites choses qui vous ont... Ah, les petits bonheurs, c'est ça. Chaud au cœur. Les petits bonheurs. Il y avait évidemment l'accueil des gens. Ça c'est merveilleux. Comment ils sont accueillants, c'est renversant. Moi, j'ai découvert un niveau d'humanité que j'ai pas vu, puis j'ai voyagé, j'étais en France, en Italie, à d'autres places. J'ai pas vu ce côté humain qui ressortait sur l'humanité, le côté chaleureux. Fait que des fois, ils nous accueillaient chez eux. On avait, parfois, ils nous emmenaient visiter quelque chose, une place dans le village. Ils nous permettaient d'accéder à, je pense au chef qui nous emmenait dans le petit local qui était l'endroit où il initiait les chefs. Où le chef faisait comme une retraite avant de devenir le vrai chef du village. On était choyés, on était les seuls à avoir fait ça, moi puis l'autre. Vous avez eu accès à cet endroit. On est là, oui, puis avec le chef qui nous expliquait un peu. Les petits bonheurs, évidemment, c'était des fois on allait à la ville, là on se payait crème glacée ou bien des beignets, ou on allait manger au resto. Est-ce qu'il y avait des restos, pas loin? Oui, il y avait des restos. Oui, il y avait des restos. Quand on est à Chang, c'est une ville de 90 à 100 000 habitants peut-être. Puis le village où vous étiez, c'était combien à peu près? À peu près 1000 habitants. Je dirais autour de 1000. Je l'ai misère avec les chiffres, mais c'est à peu près autour de 1000. Puis étendu, ce qui fait qu'il y avait la chefferie avec tous les gens autour. Et ensuite, là, on tombait en plus, je dirais, la campagne pour nous aussi, où là, on avait des habitations vraiment sommaires, très sommaires, dont certains avaient un plancher de terre. Des fois, les lits, c'est couchés par terre. Nous, on était chanceux, on avait des lits là, avec feuilles de bananier, puis évidemment, toujours notre toile autour, le fameux grillage pour protéger contre les fameux moustiques à malaria, évidemment. Oh! Parce qu'il y en avait. Ah, il y avait toujours une toile par-dessus? Oui, pour le lit. Bon, pour la nuit, là, oui. OK. Parce qu'il ne fallait pas que c'est les fameux insectes qui donnent la malaria. Même si on avait tous les vaccins. Les vaccins, on prenait les médicaments tous les jours pour contrer le malaria. Faire attention. Ah, il faut faire attention. En conclusion, est-ce que, du recul, qu'est-ce qui, sur le plan philosophique ou spirituel, reste de ce merveilleux séjour au Cameroun? Jean? Ah, je pense que tout l'aspect communautaire. Ça a été peut-être ce qui m'a le plus impressionné. La solidarité, là. La solidarité. On s'entraide, on fait... Le chef est en train de bâtir une nouvelle allonge à sa maison. Là, il y a plein de gens qui venaient l'aider. Puis là, il manquait des fois l'école pour ça, puis il disait, moi, le chef, il m'a tout donné. Je vais lui remettre. C'est quelque chose que je lui remets. L'aspect communautaire, il réparait les routes, il s'entretenait les écoles, il y s'est passé un dispensaire. Puis, entre eux autres, ils s'entraidaient. L'État est très peu présent, si je comprends bien. Ouais, très peu. Sauf le professeur qui est payé, j'imagine. Qui est payé quand il est payé. Ah, oui, on a vu des professeurs qui habitaient chez des gens parce qu'ils n'avaient pas eu de paye depuis 3 mois. Puis quand vous voyez arriver les responsables du ministère avec leur gros VUS, puis accompagnés par les gendarmeries, puisque c'est une station avec billard. C'est sûr que c'est un contraste. On regarde les écoles, puis c'est mon Dieu, la moitié de camion. Juste le camion, ça serait la moitié de l'école. Mais tout cet aspect communautaire-là, l'accueil de ces gens-là, comment il y a une espèce aussi de respect de qui on était. Ils nous remerciaient d'avoir été là. Puis nous, on se disait, mon Dieu, c'est nous qui devez vous remercier parce que vous nous sauvez. Et il y avait quelque chose de bien... c'était chaleureux. Je suis resté avec... Évidemment, je suis revenu. J'ai eu 2 mois à me rétablir au Québec.
2 mois. Wow, j'étais un peu intransigeant. Oui. Un peu intransigeant sur les gens qui chialaient le manque d'électricité, qui n'avaient pas ci, qui... Puis là, il vous dit, oh là là, par rapport à... Savez-vous ce que c'est le manque? Je vais vous expliquer c'est quoi le manque. Oui. Puis moi, je savais que c'était temporaire. Oui, J'étais oui, là je 2 mois et comprends. demi. Là. Oui. C'était pas... Il y a des gens qui vivent ce manque-là depuis 10 ans, 15 ans. Là. Fait que c'est ça. Ouais. C'est Alors, bon, ben, on suggère à tout le monde de se procurer, en tout cas, peut-être en bibliothèque, si on ne peut pas le trouver en librairie. Je ne sais pas s'il est bien distribué, j'imagine que oui. Le récit d'un séjour au Cameroun, Oui. de Jean Chapelot. C'est écrit avec le cœur, mais il y a un aspect, puis ça c'est un compliment que je vous fais, il y a un aspect anthropologique, d'observation, et c'est livré avec bonhomie, simplicité, il n'y a pas de prétention là-dedans. Alors c'est un vrai plaisir de lire ce livre-là. Comme vous dites, vous allez le trouver en bibliothèque. Oui, mais ça me fait plaisir de vous avoir reçu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, les gens, on vous rencontre aujourd'hui au Salon du Livre de Mirabel. Et vous êtes régulièrement dans les salons, donc les gens vont vous rencontrer au prochain salon. Est-ce qu'on sait déjà lequel... Oui, je vais à Valleyfield. À Valleyfield? Oui, il va y avoir le salon. Alors, vous serez là. S'il y a des gens qui veulent aller rencontrer les gens, ben, vous avez votre propre kiosque aussi, celui de Béliveau. Je vous ai le mentionné, c'est Béliveau l'éditeur. Oui, Béliveau l'éditeur. Oui. Est-ce que c'est un stand de Béliveau ou c'est le vôtre? Non, aujourd'hui, c'est personnel. Oui, oui. Alors, encore une fois, merci. Merci à vous. Au plaisir, puis bon salon aujourd'hui. Merci, là. À bientôt. Bonjour. Merci.